Et c'est d'abord Géraldine Sundström qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine. Merci beaucoup d'être avec nous. À quoi faut-il se préparer sur le plan macro pour les prochains mois? C'est la question, avec une crise inflationniste pending, une crise économique peut-être demain, une crise géopolitique évidemment d'une intensité qu'on n'a pas connue depuis plusieurs années. Est-ce que d'ailleurs, du point de vue des marchés, on atteint un pic de la peur en cette fin d'année 2022, Géraldine? Bonjour Grégoire. Oui, la liste des choses auxquelles on peut regarder et s'inquiéter est très longue. Je pense que si on essaye de regarder un peu sur les bonnes nouvelles, il commence à y avoir des petites choses qui arrivent à la marge, mais c'est clair qu'on n'a pas encore la masse critique de bonnes nouvelles pour apaiser les marchés, d'autant plus qu'on arrive en fin d'année dans les moments où la liquidité sur les marchés est généralement moins importante et on peut voir des mouvements de prix plus grands pour de petits volumes. Alors si on regarde du côté des bonnes nouvelles, puisqu'essayons de remettre un peu le sourire, je pense qu'on voit déjà des biens de consommation dont les prix commencent à diminuer, le prix des matières premières qui commence à rediminuer, notamment les prix du gaz en Europe, et puis aussi les prix du transport, notamment le transport maritime qui est revenu quasiment au prix d'avant la pandémie. Donc on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel en termes de peur autour de ce qui est de l'inflation. Et puis si on regarde la guerre en Ukraine, on pourrait dire que Poutine est plutôt dans une situation de repli qu'autre chose. Donc il y a peut-être moyen de regarder les choses de manière positive, mais on n'a sûrement pas encore la masse critique pour que la volatilité redescende. Sur le front de l'inflation, Géraldine, est-ce qu'on est, si on prend évidemment la Réserve fédérale américaine comme référence et son cycle de normalisation de monétaire, est-ce qu'on est dans le fine-tuning final du point de vue de l'anticipation du taux terminal, par exemple, de la Réserve fédérale américaine, qui ne cesse de progresser, qui avoisine désormais les 5%, en tout cas dans les anticipations de marché? Est-ce que c'est l'ajustement final qui se fait, ou est-ce qu'il y a encore un risque d'avoir une nouvelle marche à la hausse de ce point de vue-là? Alors là où on dirait qu'on arrive dans des zones où, enfin, du moment les anticipations de marché jusqu'à mars 2023, c'est là où le marché voit les taux arriver au pic. Je pense que c'est relativement raisonnable. En revanche, il peut y avoir encore de mauvaises surprises. C'est sûr que le chiffre de l'inflation américaine, le problème n'est plus les biens de consommation, mais les services. Et au niveau des services, il y a vraiment de l'inertie à ce niveau-là. On voit aussi les salaires qui continuent un petit peu d'augmenter. Donc la question est vraiment là. C'est cette partie relativement inerte et qui est plutôt regardée dans le rétroviseur plutôt que de regarder de l'avant, et encore beaucoup trop élevée. Mais il y a tout un tas d'indicateurs au niveau du prix, par exemple, des vêtements, le prix du transport qu'on a déjà mentionné, le prix de l'essence qui commence à rediminuer. Donc c'est un peu cette bataille entre Goliath et David et vraiment lequel va remporter la bataille. Le plus le prix des matières premières redescend, le plus la situation en Ukraine pourrait s'apaiser d'ici la fin de l'année. Les meilleures sont les chances, mais sûrement la Fed aux alentours de 4,5-5%, ça devrait être le pic. On discute encore assez peu de ce qui se passera une fois que la Fed aura atteint ce taux terminal. La stratégie qui a été signalée jusqu'à présent, c'est l'idée de higher for longer. C'est-à-dire qu'on maintiendrait quand même un niveau de restriction monétaire pendant assez longtemps par rapport au cycle précédent, aux références qu'on peut avoir en tête. Est-ce que c'est une vision que vous partagez aujourd'hui, Géraldine ? Alors, il faut regarder un peu la structure des emprunts dans une économie. Et aux États-Unis, tout comme en France ou en Europe continentale, les gens ont tendance à s'endetter à des taux fixes. Donc, c'est sûr que ça mord avec vraiment beaucoup de décalage. Donc il est possible que la Fed doive maintenir les taux relativement élevés pendant toute l'année 2023. Il y a d'autres économies comme en Australie ou au Canada où les gens ont tendance à emprunter à taux variable. Et là, la douleur vient très très vite. Et on commence déjà à avoir des cracks assez importants au niveau du marché de l'immobilier, des choses comme ça. Donc tout va dépendre à quel moment ce tour de vis commence vraiment à faire mal aux États-Unis. On n'en voit pas vraiment encore l'impact. Ça c'est certain. On ne voit pas de délinquance au niveau des cartes de crédit, tout un tas de choses comme ça qui seraient les signes avant-coureurs. Donc là où les banques centrales qui risquent d'être les pionnières pour couper les taux d'intérêt, il faudrait plutôt regarder dans la zone dollar, mais plutôt Australie, Canada ou Nouvelle-Zélande.
l'Australie, la Banque d'Australie, qui a déjà réduit un petit peu le quantum de sa dernière hausse de taux, ce qui avait été déjà un petit signal dovish pour les investisseurs globaux. Sur le sujet de la stabilité financière, Géraldine, vous le disiez, on entre dans une période de l'année où, de manière saisonnière, la liquidité des marchés est un peu moins importante, d'autant qu'on a quand même en quelques mois un choc monétaire sans précédent sur l'ensemble de la planète et qu'on a évidemment sous nos yeux encore l'exemple de la crise britannique qui a été d'une violence et d'une ampleur sans précédent. Est-ce que cette crise britannique d'ailleurs peut rester un cas unique dans le paysage global ou est-ce que c'est un risque de liquidité, un risque de collatéral qu'on peut retrouver ailleurs dans d'autres marchés, sur d'autres pays ? Alors c'est très difficile, on a passé vraiment des années avec des taux négatifs ou très proches de zéro. Il y a sûrement des bulles avec pas mal d'effets de levier que l'on découvre au fur et à mesure que les taux d'intérêt montent. Et c'est un petit peu des surprises, on ouvre des placards et on trouve ce genre de surprises. Donc on aurait tendance à penser que la situation anglaise est relativement unique, surtout au niveau des fonds de pension. On ne s'attend pas au même genre de situation ailleurs, mais c'est très difficile de savoir à l'avance où vont être les zones à risque. On sait très bien qu'il y a des choses comme les levered loans aux États-Unis ou des choses dans le private lending à voir. Mais c'est clair que c'est un moment où il ne faut pas être un héros. Ça ne sert à rien d'être le premier. Et je crois que observer les choses dans cette fin d'année, garder de la poudre au sec, et puis peut-être être plus enclin à commencer les choses dans un certain ordre, c'est-à-dire que retourner vers l'obligataire et puis ensuite se poser la question sur des choses plus risquées dans le crédit et puis ensuite dans les equities, dans les actions. C'est-à-dire c'est une séquence qui est typique quand on rentre dans une période de crise. Et là, si personne n'est prêt à se dire, voilà, on va acheter de l'obligataire gouvernemental et ça y est, on a vu le pic des taux, ben c'est très difficile de valoriser le reste des classes d'actifs. On a la conviction que l'obligataire, évidemment, c'est le playbook traditionnel, l'obligataire serait une bonne protection en cas de récession ou de crise économique, Géraldine, parce que se pose la question quand même de l'inertie et de la persistance de l'inflation. Et on voit bien que les banques centrales sont prêtes à... Je ne peux pas vous entendre. Je dis les banques centrales sont prêtes à continuer à monter les taux, y compris quand elles entrent en territoire de récession. Est-ce que, conformément au playbook historique, l'obligataire serait une bonne protection dans le cas d'une crise économique dans les prochains mois? Est-ce que ça peut jouer à nouveau ce rôle refuge qu'on a déjà vu effectivement dans le passé? On pense que véritablement oui. La question est quand, mais je pense qu'on est plutôt dans une situation où il s'agit de quelques semaines, voire quelques mois, plutôt que trimestres. Donc, on s'attend à cette décorrélation entre le prix de l'obligataire et des actions, d'autant plus que cette récession, on l'attend pour le dernier trimestre de l'année 2022, le premier trimestre de l'année 2023, et puis on s'attend aussi à ce que l'inflation commence à retomber. Donc quand on aura vu le pic de cette inflation, il y a des chances que la manière de balancer un portefeuille redevienne un peu plus facile. Merci beaucoup Géraldine, merci pour cet éclairage depuis Londres. Géraldine Sundström qui était avec nous en visioconférence, Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO.